En 18 mois, 3 coups d'État au Sahel, 5 bases militaires françaises fermées et un espace francophone africain qui se fragmente sous nos yeux. Le Mali a expulsé l'ambassadeur de France. Le Burkina Faso a dénoncé les accords de défense. Le Niger a suspendu la coopération militaire. Ces décisions ne sont pas des accidents. Elles marquent une rupture structurelle. Une rupture que Paris n'a pas anticipée. Une rupture que les capitales africaines, elles, préparent depuis des années. Mais cette fracture dépasse le seul rejet de la France. Elle révèle une recomposition plus profonde. Une recomposition où le Sénégal et la Côte d'Ivoire jouent des rôles opposés. Une recomposition où la francophonie elle-même devient un enjeu de pouvoir. Que se passe-t-il réellement en Afrique de l'Ouest? Et pourquoi les grilles de lecture habituelles échouent-elles à l'expliquer? Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter aux indépendances. En 1960, 14 colonies françaises deviennent des États. Mais cette indépendance reste encadrée. Les accords de coopération maintiennent des liens militaires, monétaires et économiques étroits. Le franc CFA arrime les économies africaines au trésor français. Les bases militaires garantissent la stabilité des régimes alliés. Les entreprises françaises conservent des positions dominantes dans les secteurs stratégiques. Ce système a fonctionné pendant 6 décennies. Il reposait sur un échange implicite. Paris garantissait la sécurité des régimes. En échange, ces régimes assuraient l'accès aux ressources et aux marchés. La francophonie institutionnelle consolidait cet ensemble. L'Organisation internationale de la francophonie, créée en 1970, structurait les relations culturelles et politiques. Mais ce système s'est progressivement érodé. Première fissure, l'échec sécuritaire au Sahel. L'opération Serval, lancée en 2013, a certes stoppé l'avancée djihadiste vers Bamako, mais l'opération Barkhane, qui lui a succédé, n'a pas réussi à pacifier la région. Malgré 5000 soldats déployés, les groupes armés ont proliféré. Les attaques se sont multipliées. La zone d'instabilité s'est étendue vers le golfe de Guinée. Deuxième fissure, la crise économique. Les promesses de développement ne se sont pas matérialisées. Le chômage des jeunes dépasse 40% dans la plupart des pays sahéliens. Les inégalités se sont creusées et la pandémie de Covid a aggravé la situation. Troisième fissure, la montée du sentiment anti-français. Les réseaux sociaux ont amplifié les critiques. Une nouvelle génération, née après les indépendances, remet en question les liens avec l'ancienne métropole. Elle compare la présence française à celle d'autres puissances et elle trouve la France moins généreuse, moins respectueuse, moins efficace. L'Afrique francophone ne forme plus un bloc homogène. 3 trajectoires distinctes se dessinent. Première trajectoire, la rupture assumée. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont choisi la confrontation. Ces 3 pays ont formé l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023. Ils ont quitté la CEDEAO en janvier 2024. Ils ont expulsé les troupes françaises et accueilli des instructeurs russes. Cette rupture n'est pas seulement symbolique, elle traduit un calcul stratégique. Les juntes au pouvoir cherchent à consolider leur légitimité interne. En désignant la France comme responsable des échecs sécuritaires, elles détournent les critiques. En nouant des partenariats avec Moscou, elles diversifient leurs options. Mais cette stratégie comporte des risques. L'isolement diplomatique fragilise les économies, les sanctions de la CEDEAO ont perturbé les échanges commerciaux et l'efficacité militaire russe reste à démontrer. Les groupes Wagner, rebaptisés Africa Corps, n'ont pas obtenu de résultats décisifs sur le terrain. Deuxième trajectoire, l'équilibre pragmatique. Le Sénégal incarne cette approche. L'élection de Bassirou Diomaye Faye en mars 2024 a marqué un tournant. Le nouveau président a annoncé la fermeture des bases militaires françaises, mais il n'a pas rompu les relations diplomatiques. Il négocie une révision des accords et pas leur abolition. Cette position reflète les réalités économiques sénégalaises. Le pays dépend des investissements étrangers. Il prépare l'exploitation de gisements pétroliers et gaziers majeurs. Il ne peut pas s'aliéner les partenaires occidentaux, mais il doit aussi répondre aux attentes de sa jeunesse. La diaspora sénégalaise en France représente un enjeu particulier. Près de 300 000 Sénégalais y résident. Les transferts de fonds constituent une ressource économique essentielle. Dakar ne peut pas ignorer cette réalité. Troisième trajectoire,
l'ancrage maintenu. La Côte d'Ivoire représente ce choix. Abidjan reste le principal allié de Paris en Afrique de l'Ouest. Les bases militaires françaises y demeurent opérationnelles. Les entreprises françaises y conservent des positions fortes. Bolloré contrôle le port d'Abidjan. Orange domine les télécommunications. Total est présent dans le secteur énergétique. Cette proximité s'explique par l'histoire. La France a soutenu Alassane Ouattara lors de la crise de 2010-11. L'intervention militaire a permis son accession au pouvoir. Cette dette politique structure les relations bilatérales. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas imperméable aux évolutions régionales. Les critiques contre la présence française y progressent également et le prochain cycle électoral prévu pour 2025 pourrait modifier les équilibres. Ces trois trajectoires ne sont pas figées, elles interagissent et s'influencent mutuellement. Le succès ou l'échec de l'Alliance des États du Sahel aura des répercussions sur les choix sénégalais et ivoiriens. La recomposition en cours dépasse le cadre franco-africain. Elle s'inscrit dans une compétition globale pour l'influence en Afrique. La Russie a investi le vide laissé par le retrait français. Moscou offre des armes sans conditions politiques. Elle fournit des conseillers militaires. Elle propose une rhétorique anti-impérialiste qui résonne avec les frustrations locales. Mais les capacités russes restent limitées. L'économie russe ne peut pas rivaliser avec les investissements occidentaux ou chinois. L'offre de développement est quasi inexistante. La relation se limite à la dimension sécuritaire et à l'extraction de ressources. La Chine adopte une approche différente. Pékin investit massivement dans les infrastructures, routes, ports, chemins de fer, les projets se multiplient. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de nombreux pays africains. Elle ne conditionne pas son aide à des réformes politiques, mais elle n'offre pas non plus de protection militaire. Les pays africains doivent arbitrer entre ces propositions. Ils peuvent combiner plusieurs partenariats. Ils peuvent jouer les puissances les unes contre les autres. Cette marge de manœuvre est nouvelle, elle transforme les rapports de force. La Turquie émerge également comme acteur régional. Ankara a ouvert des ambassades dans toute l'Afrique. Les entreprises turques investissent dans la construction et l'agroalimentaire. L'industrie de défense turque exporte ses drones. Cette diversification des partenaires modifie la position de la France. Paris ne peut plus compter sur un monopole relationnel, il doit proposer une offre compétitive. La francophonie devient un atout parmi d'autres, pas un avantage exclusif. L'enjeu linguistique lui-même évolue. L'anglais progresse dans les systèmes éducatifs. Le Rwanda a basculé vers l'anglophonie en 2008. Le Gabon et le Togo ont rejoint le Commonwealth. Ces choix symbolisent une volonté de diversification. Mais le français reste parlé par des centaines de millions de personnes en Afrique. Cette réalité démographique constitue un atout potentiel, à condition que la francophonie se décolonise, à condition qu'elle devienne un espace d'échange équilibré, pas un instrument de domination. L'Afrique francophone traverse une transition historique. Les structures héritées de la colonisation se délitent, de nouvelles configurations émergent. Cette transformation ne se résume pas à un rejet de la France, elle traduit une aspiration à la souveraineté, une volonté de choisir ses partenaires, une exigence de respect et d'égalité. Les trajectoires divergentes du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire illustrent la complexité de cette transition. Il n'existe pas de modèle unique, chaque pays négocie son propre chemin. La France peut-elle s'adapter à cette nouvelle donne? La réponse dépendra de sa capacité à réviser ses pratiques, à accepter des relations moins asymétriques, à proposer une coopération fondée sur les intérêts mutuels, pas sur l'héritage colonial. Les prochaines années seront décisives. Les élections ivoiriennes de 2025 constitueront un test. L'évolution sécuritaire au Sahel également. Et la question demeure, la francophonie peut-elle survivre à la fin de la France-Afrique ou disparaîtra-t-elle avec elle? Si cette analyse vous a interpellé, abonnez-vous à Voix interdite. Chaque jour, nous décryptons les sujets qu'on vous cache. À demain.